Moi, j'ai une question récurrente que je pose à toutes et tous. Regard rétrospectif pour appréhender la suite. Le choix de 2020, de cantonnement, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, d'amortissement, isolement de la dette Covid auprès de la CADES, je voudrais avoir votre regard, les uns et les autres, à la fois juridique et puis aussi sur ce qu'il nous dit de la... Je vais reformuler ma question. Votre prédécesseur, là, Rémi Pelé, je ne sais plus s'il l'a dit à l'oral, mais dans un papier qui nous avait passé, nous dit, d'une certaine manière, la prolongation de la durée de vie de la CADES, elle est logique dès l'instant où il y a cet attachement à cette ressource, la CRDS, pour toutes les vertus que vous lui avez assignées, et qu'elle est presque contradictoire avec l'objectif initial de la CADES, avec une durée limitée, et qu'on a pérennisé d'une certaine manière la CRDS, même si juridiquement elle doit être à chaque fois reprolongée, mais pire, en affectant à la CADES une fraction de la CSG, dont ce n'est pas l'objectif originel, non seulement on a dépouillé de ressources le financement du système de sécurité sociale, qui lui a besoin de cette fraction de la CSG, mais on a donc confirmé que la CADES avait une durée de vie permanente, mais sans l'intérêt de la dette d'État, à savoir de la possibilité de la faire rouler, et là d'être dans un système extrêmement vertueux où on rembourse le capital et les intérêts rubis sur l'ongle sur un temps très ramassé. Donc je veux bien avoir votre regard sur ce choix, la rétrospective, et puis surtout, puisqu'on auditionnait la DSS, le Haut Conseil, etc., 60 milliards de nouvelles dettes attendues à l'horizon 2000, plus même encore, Benjamin, ouais. Alors, en tous les cas, c'est autour de 60 milliards que le chiffre était mentionné, mais je veux bien qu'on nous le reprécise, à l'horizon 2027, peut-être que vous avez des sujets de temporalité. Et donc, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une logique de pérennisation et d'acceptation de la dimension intergénérationnelle de la dette, et là ça rejoint les questionnements Benjamin initiaux, les questionnements une approche intergénérationnelle, y compris la dette sociale, et en sortant du schématisme peut-être un peu simpliste qui consistait à dire bah oui, non, la dette de la Sécu, il faut la rembourser rubis sur l'ongle parce qu'il ne faut pas la transférer aux générations futures. Et donc la question, c'est est-ce que les dépenses d'assurance maladie, c'est pas aussi un investissement, comme les dépenses d'éducation sont aussi un investissement qui peut justifier qu'il soit pour partie transféré aux générations futures? Oui. Monsieur le Président, alors justement, je rebondis sur le dernier, juste toute dernière chose. La notion de génération future, je disais, c'est pas une notion juridique. Donc ça, nous, on n'arrive pas à y mettre quelque chose derrière. Même dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui parfois arrive à dégager des principes assez larges, je pense à la fraternité ou des choses. Bon, on n'y arrive pas. Mais on a ce débat là aussi sur la dette publique en permanence, c'est de dire on va laisser une dette aux générations futures. Dire la seule dette dans ce cas-là raisonnable, ça serait la dette des collectivités territoriales, effectivement, qui est uniquement de la dette d'investissement. En réalité, je pense que vous le savez très bien. Voilà. Sauf les départements. Oui, mais sauf les départements qui font du transfert, effectivement, et qui, effectivement, il va falloir un jour intégrer les dépenses sociales des collectivités, en particulier des départements. Effectivement, ce sera peut-être plus compliqué pour les communes et EPCI qui restent quand même centrés sur de l'action sociale, j'allais dire, immédiate, peut-être. Voilà. Alors, effectivement, la logique de pérennisation. Oui, évidemment. Et bon, j'ai lu attentivement les travaux de mon collègue et ami Rémi Pelé, effectivement. C'est un peu compliqué, effectivement. Maintenant, bon, on la repousse, de toute façon. Il n'y a pas de verrou. Comme je vous disais, juridiquement, il n'y a pas de verrou. La loi organique n'est pas un verrou. On reprendra une loi organique s'il y a besoin. Le Conseil constitutionnel reposait la même réserve d'interprétation en disant qu'il ne fallait pas déséquilibrer effectivement les régimes. Oui, parce qu'on prend un régime pour redonner à la CADES qui, en fait, sera amené ensuite à reprendre du déficit. Voilà. Parce que l'idée, alors il y avait aussi l'idée qui est apparue aussi, c'était que si on arrivait à rembourser, l'objectif a été quand même un peu touché du doigt à un moment. C'est-à-dire, on s'est dit, on va la rembourser, cette dette sociale, avant le Covid.
Je disais à mes étudiants, vous savez, on est à l'équilibre. On est à moins 400 millions d'euros. Alors ils me regardent, moins 400 millions d'euros, mais c'est, oui, à l'échelle des déficits, c'est rien. Non, alors ils étaient, voilà. Et en réalité, ça aurait permis peut-être effectivement la réaffectation de la CRDS, sa transformation, évidemment, pour l'autonomie. Puisque ça apparaît dans beaucoup de... C'est-à-dire voilà. Effectivement, certains disent on garde la CRDS. Il y a même des propos en disant en fait, on prolonge, on pérennise pour ne pas supprimer. Je crois que c'est ce que Rémi dit aussi, c'est-à-dire de ne pas supprimer la CRDS. Bon, oui, mais après, il va falloir financer l'autonomie. On le sait que c'est un défi financier quand même majeur, en réalité. Bon. Donc, à mon avis, la logique de pérennisation, elle est... oui, elle y est, effectivement. Je ne crois peut-être pas, moi, à la logique de dire on fait ça pour garder la CRDS uniquement, en réalité, puisqu'on peut trouver d'autres outils effectifs. Pardon. Déjà, rappeler quand même que sur l'objectif à valeur constitutionnelle, exigence à valeur constitutionnelle sur l'équilibre financier, etc., dans la jurisprudence, c'est toujours équilibré avec les éléments qui étaient évoqués par le professeur Dussart, qui est qu'on n'a jamais une approche isolée de cet objectif ou de cette exigence, mais elle est toujours pondérée par d'autres objectifs ou d'autres exigences. Le droit à la sécurité sociale, le droit à la santé, et donc c'est pas quelque chose qui existerait par et pour lui-même, même si l'approche juridique peut conduire à la sanctifier. Le choix du cantonnement, il a été fait par nécessité technique. C'est que la difficulté qu'il y avait à l'époque, c'était de trouver des moyens de financement dans un contexte très compliqué. C'était l'élément principal qui a justifié à ce moment-là ce transfert de dette. Est-ce que ce transfert de dette, rétrospectivement, il était pertinent, utile et fondé ? Non. Pour la plupart des gens qui le regardent, non. Il n'était pas fondé parce qu'il ne répond pas à la finalité qui était qu'on était sur de la limitation d'écarts structurels. Ça veut dire d'une insuffisance structurelle des recettes à couvrir des dépenses de transfert, qui est la raison pour laquelle on a créé la CADES initialement, et le sentier de dépendance auquel on est resté. Dit autrement, on ne réforme pas en augmentant les prélèvements obligatoires, ou on ne réforme pas en diminuant les prestations sociales, ça crée de la dette et les générations doivent se le payer. Mais la crise de 2008-2010 n'a rien à voir avec ça. Donc c'est le premier coup de canif où on utilise pour des dérapages conjoncturels et uniquement pour la sphère sociale un outil qui n'a pas été fait pour ça. Et la crise Covid non plus. Donc on le fait parce qu'on a une contrainte technique qui est de trouver de l'argent et des modalités de refinancement sur les marchés dans un contexte de tension extrême. Est-ce que c'est logique et justifié ? Ça l'est conjoncturellement. Mais sur le plan principiel, non. Parce que de l'autre côté, on fait rouler tout le reste de la dette. Et donc, on demande à la sphère sociale de supporter une dette conjoncturelle qui est insupportable. Parce que j'ai un écart de croissance qui continue à peser sur mes comptes sociaux avec mon output gap qui est énorme, que je n'ai toujours pas épongé. Parce qu'on sait comment est-ce qu'on a rééquilibré la Sécu entre 2010 et 2020. On a fait des réformes en recettes. On a apporté des recettes supplémentaires, chose qu'on n'est pas en capacité de faire aujourd'hui, puisqu'on décide de ne pas augmenter les prélèvements obligatoires. On a régulé les dépenses, chose qu'on a des difficultés à faire aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup régulé notamment l'assurance maladie, et ça a pu avoir des effets conjoints. On a certes respecté l'ONDAM, mais on sait quelles ont été les conséquences que ça a pu avoir à côté. Donc le problème, il est là, c'est qu'on s'est en fait privé des recettes qui avaient permis de ramener la Sécu à l'équilibre. Parce que je ne peux pas redéployer une partie des recettes CADES au financement courant, même à taux de prélèvement obligatoire constant, et je sais que je vais avoir des difficultés à réguler des dépenses. Parce que réformer les retraites, ça présente un certain degré de complexité. Réformer l'assurance maladie, ça n'est pas évident dans le contexte dans lequel on est. Et donc voilà, donc moi j'entends l'attachement à la CRDS. La question qui se posait avant, c'était un débat sempiternel sur à quoi va servir la CRDS puisqu'on voudra rembourser la dette sociale. Donc on avait des débats là-dessus. Il y a des questions comptables que je n'aborderai pas ici, mais qui sont structurantes. Je veux dire, c'est dans le traitement comptable de la CRDS et du produit de la CRDS sur les équilibres des comptes publics de la France, c'est structurant. Mais il y a une manière de voir les choses qui était de garder cette recette, de l'équilibrer. Donc je ne crois pas réellement
Alors, je comprends l'attachement juridique et le fétichisme juridique à l'objet, mais je ne crois pas que c'est pour ça. Je pense que plutôt on est sur un dévoiement un peu de ça. Donc le choix, il est critiquable. Est-ce qu'il pourrait être considéré? Oui, un choix qui a été fait à un moment dans un contexte déterminé pourrait être considéré. On pourrait tout à fait se dire que maintenant, on se donne un outil permettant de faire la part entre la dette ou le déficit structurel et la dette ou le déficit conjoncturel. Ça tombe bien. Ça a été mis en place pour l'État pour expliquer pourquoi l'État avait autant de divergences. Peut-être on pourrait importer les mêmes outils. Le deuxième élément, c'est au niveau européen, qui est qu'un des éléments qu'il faut qu'on ait, c'est que l'autre versant du débat, il intervient au niveau européen et la manière dont on qualifie ou non les dépenses sociales dans le programme de stabilité et de croissance. On a avancé depuis la crise grecque, puisque maintenant, on intègre les mesures de redressement, des indicateurs sociaux, etc. Mais il y a quand même une question qui se pose, compte tenu d'une différence de champ d'intervention, sur le fait d'avoir éventuellement une approche pro forma. L'approche telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas favorable à la France. Je veux dire, très clairement, vu le niveau de dépenses sociales qu'on intègre dans les agrégats, elle nous est défavorable. Le deuxième élément, c'est de se dire qu'à certains moments, est-ce qu'on a besoin d'avoir ce levier-là pour équilibrer les choses et on doit avoir une vision différente secteur par secteur? Peut-être. Ce combat sera extrêmement difficile à avoir avec nos partenaires. Il mérite quand même d'être posé, me semble-t-il, en termes de périmètre, ne serait-ce qu'en termes principiels. La question qui se pose, me semble-t-il, c'est plus une règle d'or qui ne soit pas une règle d'or trop compliquée, mais qui au moins dise, dans la continuité de ce qu'on a pu faire précédemment, quand on est à un certain niveau, à quel moment on décide et on délibère et on discute déjà de la situation financière, de la dette, du dérapage et de la manière dont on va le financer. Ça, pour l'instant, on n'y arrive pas. On repousse la boule à chaque fois et on finit par avoir, alors certes, une réforme organique qui permet de rouvrir la CADES, on le fait à chaque fois, mais enfin, on voit bien dans quel calendrier ça se situe et ce n'est pas toujours extrêmement satisfaisant en termes de structuration du débat public. Quant au niveau de dette à horizon 2027, la prévision est un art difficile, la projection l'est encore plus. Quand on regarde la situation des comptes aujourd'hui, avec les insuffisances de recettes qu'on a, je serais d'une prudence totale et parfaite de Sioux. Ce qui est vrai, c'est que le choix qui est fait dans l'équilibrage global des finances publiques, c'est des efforts demandés sur les dépenses sociales de manière très importante, c'est une non-augmentation des prélèvements obligatoires qui est au premier chef défavorable à la sphère sociale, puisque c'est comme ça qu'on l'avait équilibré précédemment. Et donc la situation ne conduit pas à un optimisme forcené, d'autant plus qu'on se rend compte que les réformes qu'on a pu faire ont des effets financiers qu'on pouvait estimer, mais qu'on avait peut-être sous-estimé sur leur effet immédiat, sur le tendanciel à horizon 2027 ou prochaine échéance électorale, premier élément. Et deuxième élément, une difficulté assez forte qu'on a à réguler ce qu'on arrivait à réguler précédemment, qui est l'assurance maladie, tant sur le côté médecine de ville que établissement de santé, donc qui n'est pas forcément un facteur d'optimisme très important, donc il faudrait regarder ça. Mais là, on est beaucoup plus sur du structurel, parce qu'on est vraiment sur une dimension structurelle qu'on va devoir assumer. Ces 60 milliards, là, quelque part, c'est le reflet de choix politiques délibérés, de dire on ajuste les recettes par rapport aux dépenses, on y arrive ou on n'y arrive pas. On n'est plus dans quelque chose qui est conjoncturel. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, dans le débat, on va mélanger les deux, puisque là, ces 60 milliards-là, ils peuvent avoir une justification au regard du fait que il y a un défaut dans le système. On peut proposer des alternatives pour pallier ces défauts, apporter des réponses structurelles à ces écarts-là. Mais le débat, il est emporté à partir du moment où, d'ores et déjà, on a des centaines de milliards nouveaux à amortir à la CADES pour des raisons de décalage conjoncturel, et qui est que tous les autres pays développés, ça répond à une autre partie de vos questions, ils ont décidé de faire rouler leur dette, qu'elle soit sociale ou non. Ils n'ont pas de débat sur la nature de la dette sociale. D'abord, je nous pose la question collectivement, mais en faisant une suggestion rétrospective.